Imaginons un instant une rivière complètement sauvage. Ouais, Si elle s'écoule librement, sans la moindre entrave, sur une vaste plaine, elle va naturellement s'étaler. c'est logique, oui. Elle créera peut-être un marécage immense, un écosystème très paisible et naturel, mais l'eau y sera stagnante. Elle sera dispersée et surtout sans grande force directionnelle. D'accord, je vois l'image. Maintenant, imaginons que l'on construise un barrage massif en travers de cette même rivière. On contraint l'eau. On bloque physiquement son écoulement naturel. Donc la pression monte. Exactement. L'eau s'accumule derrière ce mur de béton et soudain, cette force canalisée, cette immense tension accumulée, elle devient capable de faire tourner de gigantesques turbines, de générer de l'électricité et même d'alimenter des métropoles entières en énergie. Ouais, c'est puissant. Et c'est justement cette tension fondamentale entre la restriction absolue d'un flux naturel et la création d'une puissance monumentale qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. C'est une dynamique fascinante, surtout lorsqu'on l'applique non pas à l'hydrologie, mais à la psychologie collective et à la construction même des civilisations. Car l'énergie dont nous allons parler aujourd'hui pour notre plongée dans les sources, c'est l'énergie humaine. Absolument. L'ouvrage sur lequel on se penche aujourd'hui est franchement monumental. Il s'agit de Sex and Culture, donc Sexe et culture, un livre publié en 1934 par l'anthropologue britannique J.D. Unwin. Ouais, un livre massif. Et sa théorie est d'une audace, c'est assez fou. C'est très audacieux, oui. Ils affirment avoir découvert un lien direct, absolu et même prévisible entre les règles sexuelles imposées par une société et son niveau de développement culturel. C'est une affirmation qui fait réagir, c'est clair. Ah, totalement. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, il faut vraiment qu'on pose un avertissement formel pour les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est indispensable. Le vocabulaire de Nguyen et le sujet même de son étude sont profondément marqués par les années 30. Ses écrits touchent à des questions politiques, sociales et morales qui sont très sensibles, notamment tout ce qui tourne autour de la sexualité, du mariage ou des croyances religieuses. Tout à fait. Et notre objectif ici n'est de prendre aucun parti. Aucun parti, non. On ne valide pas, on n'approuve pas ses thèses ou sa terminologie parfois très datée. On est vraiment là pour rapporter et décortiquer de manière totalement neutre les idées contenues dans le matériel d'origine. Exactement, je suis contente qu'on l'ait précisé. On va plutôt rentrer dans son laboratoire, regarder à travers son microscope et disséquer la mécanique interne de sa pensée. Donc, décortiquons tout ça. Allons-y. Le postulat de départ d'Unwin, c'est que la civilisation et la culture, ça ne surgit pas du néant ou d'une simple évolution naturelle, tu vois. Ça se construit par une contrainte, le sacrifice obligatoire de le désir inné. En gros, pour bâtir grand, il faut frustrer la pulsion de base. C'est vraiment la théorie du barrage, quoi. C'est ça. Mais comment on mesure un truc pareil? Eh bien, pour prouver une telle affirmation, à l'échelle de l'histoire humaine, il lui fallait une méthode irréprochable. Et c'est là que Nguyen opère une rupture radicale avec l'anthropologie classique de son époque. Ouais, parce que dans les années 20 et 30, la méthode, c'était pas du tout ça. Non, la norme pour comprendre une culture dite non civilisée, c'était d'envoyer un chercheur sur le terrain pour interroger les populations. On leur demandait quels étaient leurs mythes, leurs esprits, leurs dieux. On s'asseyait avec les anciens du village pour leur demander comment ils expliquaient la création du monde ou ce qui se passait après la mort, ce genre de choses. L'anthropologie de l'époque était fondamentalement une science des croyances. Exactement. Et Unwin, lui, considérait que c'était une erreur scientifique monumentale. Il voulait une approche empirique, froide, presque comme un chimiste qui observe deux éléments interagir. Donc, exit les croyances. Totalement. Il a sélectionné un échantillon de 80 sociétés non civilisées à travers le monde, mais il a catégoriquement refusé de les classer selon ce qu'elles disaient croire. Pourquoi refuser à ce point? Parce que les croyances sont invisibles. Elles sont malléables. Souvent, les individus interrogés donnent la réponse qu'ils pensent que l'observateur européen veut entendre, ou alors juste la réponse qui mettra fin à l'interrogatoire le plus vite possible. Ah bah oui, tu m'étonnes. Dis-lui que c'est l'esprit de l'arbre, comme ça il nous laisse tranquilles. C'est exactement ça. Et puis, sans compter le mur colossal de la traduction. Les sources donnent un détail hyper frappant dans les notes d'Unwin concernant le peuple sédiaque à Bornéo. Ah oui, l'histoire du mot pétara. C'est ça. Les missionnaires et explorateurs européens qui les observaient tentaient désespérément de comprendre leur religion. Et ils butaient constamment sur ce mot, pétara.
Et le cas de ce mot illustre parfaitement le piège des croyances rapportées. Vas-y, explique-nous ce qu'ils en ont fait. Eh bien, les observateurs occidentaux l'ont traduit de multiples façons. Certains l'ont traduit par Dieu avec un grand D comme une divinité suprême. D'accord. D'autres l'ont traduit au pluriel, les dieux. D'autres encore ont rapporté que cela signifiait l'ombre d'un homme. Et, de manière encore plus étrange, le terme a parfois été utilisé par les Sidayaks pour désigner les hommes blancs qui débarquaient sur leurs côtes. Mais ça n'a ni queue ni tête. Si l'on compile ces observations, on se retrouve avec un peuple qui est simultanément monothéiste, polythéiste, animiste et qui vénère les marins de passage. C'est absurde. En fait, c'est comme essayer d'expliquer le concept abstrait d'un réseau Wi-Fi à un chevalier du Moyen-Âge en ayant le droit d'utiliser que son propre vocabulaire médiéval, tu vois. Ah oui, c'est une super image. On finirait par décrire le Wi-Fi comme, je sais pas, une magie invisible qui murmure à travers les murs ou un sortilège porté par le vent. Totalement. Et un historien lisant cela 1000 ans plus tard conclurait à tort que notre société pratiquait la sorcellerie de l'air. On déforme complètement une réalité technologique parce qu'on force un concept dans une boîte linguistique qui n'a pas du tout été conçue pour le contenir. C'est exactement ce que Nowin a compris. Il a compris que le terme pétara désignait probablement une qualité, une force vitale ou juste une chose inhabituelle, un concept qui est en fait totalement étranger à la théologie européenne compartimentée. Donc, s'il rejette ce que les gens disent croire à cause de ce piège linguistique, comment il fait pour évaluer leur culture ? Eh bien, face à cette impasse, la solution du Nwin a été de s'en tenir aux preuves physiques. On ne peut connaître ces sociétés que par leurs actions concrètes, ce qu'elles font et non ce qu'elles sont censées croire. Les rites, donc. Voilà. Il s'est concentré exclusivement sur les rites. Un rite, c'est une action visible. On sacrifie un animal, on verse de l'eau, on érige un poteau en bois. Ce sont des données empiriques. D'accord, je comprends la méthode du chimiste maintenant. Donc, en se basant sur ces rites, sur la façon dont les peuples interagissent physiquement avec les forces de l'univers, Unwin a pu établir une échelle de mesure de la culture. C'est ça. Et si j'ai bien suivi, il a divisé ces 80 sociétés en 3 catégories distinctes. La première étant le stade zoïste. Le stade zoïste. Oui. À ce niveau, la société n'a aucun temple, aucune structure dédiée. Mais le plus important, c'est que les vivants n'accordent aucune attention post-funéraire aux morts. Aucune. Une fois qu'un membre de la tribu décède, il est enterré ou abandonné, mais l'interaction s'arrête là, net. Et pour influencer la nature, faire tomber la pluie ou guérir une maladie, la société s'en remet à des pratiques magiques immédiates, souvent via des chamans, mais sans jamais chercher à communiquer avec l'au-delà. C'est l'essence du stade zoïste. Ensuite, le passage au deuxième niveau, la culture maniste, marque une évolution clé. Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, il n'y a toujours pas de temple érigé, toujours pas de bâtiment pérenne. En revanche, on observe l'apparition d'une attention post-funéraire. Donc il commence à interagir avec les morts. Exactement. Cela se manifeste par des rites spécifiques. On dépose de la nourriture près des tombes, on pratique un culte des ancêtres pour s'attirer leur faveur, ou même juste éviter leur colère. Il y a une extension de la pensée au-delà du visible immédiat. Ce qui nous amène logiquement au troisième niveau, la culture déiste. Le stade ultime de son échelle, oui. Et là, le changement est monumental. La société construit des bâtiments avec un toit, des temples où un homme peut physiquement se tenir debout. Le toit est le critère majeur pour Unwin. Ouais, l'interaction avec l'univers n'est plus diffuse ou juste ponctuelle. Elle est centralisée dans un espace précis et elle est gérée par une classe spécialisée, les prêtres. C'est l'institutionnalisation du rapport à l'univers. Bon, je t'avoue que cette classification, elle me pose quand même un énorme problème d'échelle. Ah bon? Lequel? Réduire la totalité de la culture humaine à la simple présence d'un toit sur un autel ou à des offrandes funéraires, c'est incroyablement réductif. Je veux dire, où sont les traditions orales, la musique, la complexité des structures familiales, l'artisanat ? Alors, ce qui est fascinant ici, c'est qu'Unwin l'admet lui-même. C'est une critique totalement valide et il la devance dans son texte. Ah, ils s'en rendaient compte. Oh oui, il avoue qu'il aurait adoré inclure l'organisation politique, l'art, la poésie et les lois dans son évaluation de la culture. Mais pourquoi il l'a pas fait, alors ? Parce que le problème de l'art ou de la musique, c'est qu'ils invitent immédiatement la subjectivité de l'observateur. Comment tu mesures empiriquement si le chant de telle tribu est plus avancé que la danse de telle autre tribu? Ah, c'est sûr que c'est impossible sans biais culturel. C'est totalement biaisé. Et Unwin avait besoin d'un indicateur binaire, une sorte de test décisif et incontestable. La présence d'un bâtiment dédié au culte avec un toit, c'est un fait physique indiscutable. Soit l'édifice est là, soit il n'y est pas.
Voilà. Cette restriction assez sévère de la définition de la culture, c'était le prix à payer pour maintenir une rigueur purement objective, et scientifique du moins selon ses standards. D'accord, je vois la logique. Bon, nous avons donc notre échelle de mesure pour la culture, allant de l'absence de temple au stade zoïste, jusqu'à la construction d'infrastructures religieuses complexes au stade déiste. L'axe Y de notre graphique est prêt. Exactement. Il nous faut maintenant définir l'autre moitié de cette équation chimique, c'est-à-dire les règles sexuelles. Comment Unwin a-t-il pu quantifier les pratiques intimes de ces sociétés anciennes? Eh bien, il s'est focalisé sur un concept qu'il a appelé l'opportunité sexuelle. Et il a observé spécifiquement la période prénuptiale, donc avant le mariage. D'accord. Et là aussi, il y a 3 niveaux. Oui, il a identifié 3 niveaux de régulation. Le premier, c'est la liberté totale. Liberté totale, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'une fois écartés les tabous basiques liés à l'inceste ou aux règles d'exogamie propres à la tribu, les jeunes individus ont la possibilité de vivre leurs désirs sans aucune répercussion sociale. D'accord, donc aucune punition, aucune stigmatisation. Et si cette liberté totale représente l'absence de contraintes, le deuxième niveau commence à introduire des frictions, j'imagine. Absolument. Ce n'est pas encore une interdiction totale, mais une série de freins qu'il nomme la continence irrégulière ou occasionnelle. Comment ça se manifeste en pratique? La liberté est tolérée en principe, mais elle est encadrée par des conséquences. Par exemple, si une jeune femme tombe enceinte en dehors du mariage, l'homme impliqué peut être forcé de payer une amende sous forme de bétail. Ah, l'amende pour grossesse. Ouais. Dans d'autres cas, l'exclusivité devient obligatoire, mais seulement à partir du moment où des fiançailles officielles sont prononcées. On observe ici vraiment les premières tentatives de la société pour endiguer le flux naturel des désirs. Le barrage commence à se construire. Exactement. Et le troisième niveau, eh bien ça représente le barrage hydraulique fini de ton analogie initiale. C'est la chasteté prénuptiale stricte. Oula, strict comment? Ça va bien au-delà d'une simple recommandation morale adressée aux jeunes. C'est une obligation absolue, vérifiée et surtout sanctionnée par l'ensemble de la communauté. Donc pas seulement les parents, mais tout le monde s'en mêle. Tout le monde. L'exigence fondamentale de ce niveau, c'est la production de preuves physiques irréfutables de la virginité de la mariée lors de l'union. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les sources détaillent la mise en application de ces règles. Et c'est fascinant de voir à quel point ce contrôle pénètre la vie quotidienne. Tu penses à l'exemple des Fidjiens. Oui, l'exemple des Fidjiens étudié par Unwin. La chasteté n'était pas seulement une affaire privée, elle était publiquement institutionnalisée à travers le corps même des jeunes filles. Elles devaient porter 2 tresses de cheveux spécifiques. Les fameuses tombes. Oui, les tombes. Ce sont des tresses qui pendaient derrière leurs oreilles. Ces tresses étaient un symbole visuel permanent de leur statut de vierge. Et le truc fou, c'est qu'elles étaient intouchables jusqu'au jour du mariage. Elles ne pouvaient pas les couper. Jamais. Elles étaient coupées uniquement lors d'une cérémonie extrêmement solennelle, le vetasi. Et la surveillance ne s'arrêtait pas là, évidemment. Non, ça continuait après la cérémonie. Ouais. Après la nuit de noces, les femmes de la famille du marié inspectaient les nattes nuptiales à la recherche de ces fameuses preuves physiques. Et que se passait-il si ces preuves faisaient défaut? Alors là, ce n'était pas un simple scandale intime, c'était théâtral et dévastateur pour la famille. Si la preuve manquait, la famille du marié mutilait la viande servie au banquet public. Attends, de la viande mutilée? Ouais, ils coupaient des morceaux de viande de manière irrégulière et déchiquetée pour annoncer publiquement à tout le village que la mariée était, et je cite leur terme, abîmée. C'est d'une violence symbolique inouïe. La honte publique massive. Mais cette pression sociale colossale, elle contraste violemment avec d'autres observations d'Unwin. Oui, prenons l'exemple des îles Loyauté, dans l'océan Pacifique. Chez ces populations, Unwin note l'absence totale de signes visuels de virginité ou d'inspection rituelle. Pas de tresse, pas d'inspection. Rien du tout. Les grossesses avant le mariage n'entraînaient aucun stigmate, ni pour la mère, ni pour le père, ni pour l'enfant. L'opportunité sexuelle y était vécue sans aucune entrave, à son niveau maximum de liberté. Ok, faisons le point. Nous avons maintenant nos 2 jeux de données empiriques. Oui. D'un côté, les 3 stades de l'énergie culturelle mesurés par les rites, zoïste, maniste, déiste. C'est ça. Et de l'autre, les 3 stades de la régulation des désirs mesurés par les règles prénuptiales. Liberté totale, continence occasionnelle, chasteté stricte. La table est mise. La question inévitable maintenant. Que se passe-t-il lorsque Unwin croise ces données sur l'ensemble de ces 80 sociétés?
Eh bien, le résultat de sa compilation est tout simplement vertigineux. La corrélation qu'il découvre n'est pas juste une tendance, elle est absolue. Absolu. Genre, aucune exception. Aucune exception, dans tout son échantillon. Les sociétés qui pratiquent une liberté sexuelle totale, comme dans les îles Loyauté ou chez les Maoris de l'époque étudiée, se situent invariablement dans la condition culturelle zoïste. Donc, pas de temple, pas de culte des morts. Exactement. Ensuite, les sociétés qui imposent une continence occasionnelle, avec les fameuses amendes pour grossesse précoce, se trouvent systématiquement au stade maniste. Elles ont commencé à développer une attention envers l'au-delà, mais sans édifice complexe. Et pour les sociétés qui imposent la chasteté stricte et réclament des preuves physiques de virginité, comme les Fidjiens, Elles sont toutes, sans la moindre exception, au stade déiste. C'est le cas des Samoins, des Aztèques ou de certaines sociétés africaines de l'échantillon. elles construisent des temples, possèdent un clergé organisé et développent une véritable architecture religieuse. C'est dingue. Mais c'est là qu'il faut s'arrêter une seconde et poser la vraie question. Je t'écoute. On peut superposer des données et voir une corrélation parfaite sur un tableau Excel des années 30. Mais concrètement, comment fonctionne le mécanisme causal? Le pont entre les deux, tu veux dire? Oui. Comment le fait d'empêcher deux jeunes personnes de suivre leur pulsion se transforme-t-il en plans architecturaux pour ériger un temple en pierre? Unwin prétend-il qu'une forme d'énergie mystique s'accumule dans le corps et pousse les gens à soulever des rochers? Non, l'explication n'a rien de magique, rassure-toi. Elle est profondément sociologique et psychologique. C'est le concept de sublimation. Sublimation, ok. Explique-nous ça. Pense à tout l'échafaudage social nécessaire pour imposer une chasteté stricte, comme chez les Fidjiens. Pour qu'une telle règle fonctionne, il faut créer des lois, il faut former des conseils de famille capables de juger, établir des sanctions. Organiser la surveillance, comme les tresses. Voilà. Et même structurer la propriété foncière pour le paiement des dots. Tout cela demande une immense capacité d'organisation collective, un contrôle de soi permanent et une planification à long terme. L'énergie humaine empêchée de trouver une satisfaction immédiate est réorientée vers la construction d'institutions. Ah, je commence à voir le lien. Et une fois qu'une société a développé l'ingénierie sociale complexe permettant de réguler les instincts les plus primaires de ses membres, eh bien, cette même capacité d'organisation peut être déployée pour autre chose. Pour tailler la pierre, concevoir l'architecture d'un temple ou structurer un clergé. Exactement. L'énergie pulsionnelle est convertie en énergie sociale. C'est vraiment fascinant quand on y réfléchit. L'effort collectif requis pour réprimer l'individu devient le muscle avec lequel la société bâtit sa civilisation. L'énergie n'est pas perdue, elle change juste de forme. C'est la turbine de ton barrage. Et pour prouver que cette mécanique de sublimation transcende totalement les questions de climat, de géographie ou d'origine ethnique, Unwin présente un exemple magistral avec l'Ouganda. Ah oui, l'étude comparative. C'est ça. Il analyse 3 tribus partageant exactement le même environnement géographique et la même souche raciale, les Banyankolé, les Bakitara et les Baganda. C'est un véritable groupe de contrôle à ciel ouvert, pour reprendre un terme scientifique. Absolument. Si le climat ou la géographie dictaient la culture, ces 3 peuples auraient dû avoir des niveaux de développement rigoureusement identiques. Sauf que ce n'est pas le cas. Pas du tout. Unwin observe des différences frappantes qui correspondent millimètre par millimètre à leurs règles sexuelles. Les Banyankols offraient une grande tolérance avant le mariage, tant qu'il n'y avait pas de grossesse. Donc de la continence occasionnelle. Oui, et sur le plan culturel, ils en étaient restés au stade maniiste, se contentant de petits sanctuaires rudimentaires pour les morts récents. D'accord. Et leurs voisins? À l'autre bout du spectre, on avait leurs voisins directs, les Baganda. Eux appliquaient une surveillance draconienne. Les preuves de virginité nuptiale étaient exigées sous peine de sanctions extrêmes. Le niveau 3, la chasteté stricte. Voilà. Et en parfaite corrélation avec la théorie d'Unwin, l'énergie sociale des Baganda s'était cristallisée dans une condition déiste très avancée. Ils avaient bâti des temples imposants, structuré des prêtrises influentes et organisé de vastes domaines dédiés à leur divinité. Donc, même climat, même géographie, mais un degré de contrainte sexuelle différent, menant à une capacité d'organisation radicalement supérieure. C'est la conclusion de son étude sur ces tribus. Mais ça nous amène à la conclusion la plus large de ses travaux. Parce qu'il ne s'est pas arrêté aux sociétés non civilisées. Non, il a appliqué cette grille de lecture à l'histoire des grandes civilisations mondiales, comme Babylone, Athènes ou Rome. Ah oui, on passe à une autre échelle. Et Unwin identifie un cycle inéluctable qu'il appelle l'entropie humaine. Entropie humaine, ça sonne un peu fataliste. Ça l'est. Selon lui, la création d'une grande civilisation requiert une période de fortes restrictions sexuelles. Cette restriction génère la fameuse énergie sociale dont on vient de parler.
Grâce à cette énergie, la société s'étend, construit, domine et atteint son apogée culturel, ce qu'il nomme le stade rationaliste. Donc, le sommet de la montagne, mais c'est précisément au sommet que la machine commence à se gripper, n'est-ce pas? Toujours, selon Unwin, les nouvelles générations naissent dans le confort de cette civilisation accomplie. Elles n'ont pas eu à consentir aux immenses sacrifices de leurs ancêtres pour la bâtir. Donc pour elles, la restriction n'a plus de sens. Exactement. Face à des règles qu'elles perçoivent désormais comme archaïques ou même cruelles, ces générations commencent logiquement à rationaliser leurs traditions. Elles remettent en question la sévérité des lois, elles exigent plus de liberté individuelle et inévitablement, elles assouplissent les régulations sexuelles. C'est la réouverture des vannes du barrage. C'est ça. L'eau est libérée, les individus retrouvent la liberté d'assouvir leurs désirs sans contrainte institutionnelle. L'opportunité sexuelle remonte en flèche. Ce qui a l'air plutôt positif pour le bonheur individuel, non? C'est que la pression hydraulique chute, l'énergie sociale s'évapore. Sans cette force de cohésion et d'expansion née de la sublimation, la civilisation perd sa puissance créatrice. Elle stagne. Elle stagne, puis elle se désagrège face à des groupes extérieurs qui, eux, sont encore dans leur phase de restriction énergétique et donc en pleine expansion. C'est une lecture presque brutale de l'histoire humaine, en fait. Un système d'échange impitoyable où le bonheur et l'épanouissement immédiat de l'individu se paient à terme par le déclin de la puissance collective de la société. C'est le cœur de sa théorie. Ce qui soulève une interrogation finale inévitable pour nous aujourd'hui, enfin pour les gens qui écoutent cette analyse. Si l'on suit la logique de Nguyen, si la complexité et la survie énergétique d'une culture dépendent fondamentalement de la répression des désirs innés, que dit cette théorie de notre propre trajectoire? C'est la grande question. Bah oui, parce que l'ère moderne a déconstruit, avec une rapidité sans précédent historique, la quasi-totalité des tabous prénuptiaux et a imposé la liberté sexuelle comme un droit fondamental. Et donc on peut se demander, cette libération marque-t-elle l'évolution ultime vers une société enfin débarrassée de ces archaïsmes cruels, ou représente-t-elle, selon les critères stricts de Nguyen, le stade final et l'entropie inéluctable de notre propre élan culturel? Le barrage a été ouvert et l'eau s'écoule de nouveau librement. Reste à savoir combien de temps les turbines continueront de tourner sur leur propre inertie. Mhm. C'est une réflexion profonde que la théorie de Jadi Unwin laisse à chacun de nous aujourd'hui.